Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo FAQ spéciale perte de gras sur Instagram. Vous avez demandé de me poser toutes vos questions sur la perte de gras et j'en ai sélectionné une vingtaine. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, je suis coach et influenceuse fitness. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez avoir plein d'infos sur la musculation, la nutrition, la transformation physique. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et sur ce, c'est parti. Je commence avec les premières questions. Est-il possible de prendre de la masse sèche en étant en léger déficit calorique? C'est quoi prendre de la masse sèche? Prendre de la masse sèche, c'est tout simplement prendre de la masse musculaire sans prendre de gras. Et cette question est bien dans le thème de la perte de gras parce que cette personne me parle de déficit calorique. Pour rappel, pour perdre du gras, il faut faire un déficit calorique. Donc est-ce qu'on peut prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras? Si je reformule la question, c'est ça. Oui, tout à fait. Si tu débutes la musculation avec une bonne méthode, bonne stratégie alimentaire, oui, tu vas pouvoir perdre du gras tout en prenant du muscle assez facilement tant que tu es en léger déficit calorique, que tu as un programme de musculation qui est efficace. Plus on va monter en niveau, plus on va avoir d'expérience, plus on va avoir en fait de masse musculaire, plus ça va être compliqué de prendre de la masse musculaire en étant en léger déficit calorique. Et là, il vaudra mieux passer par une phase de prise de masse, puis ensuite une phase de perte de gras si l'on veut. Bien que si on optimise bien ses entraînements, sa nutrition et sa récupération, on peut réussir cet objectif, même quand on devient intermédiaire, par exemple. Deuxième question, peut-on cibler une perte de gras? Cibler une perte de gras, ça veut dire bah mince, je trouve que j'ai trop de gras au niveau du ventre, je veux perdre du gras spécifiquement au ventre. Oui, c'est possible avec une méthode, la liposuction. Donc faut passer par la chirurgie pour vraiment vouloir cibler une perte de gras. Cibler une perte de gras avec l'alimentation, le sport, le mode de vie, enfin via une transformation physique naturelle, on va dire, ce n'est pas possible. Lorsqu'on va entamer un déficit calorique, c'est notre génétique qui va déterminer où est-ce qu'on va perdre du gras. En général, on perd assez globalement sur le corps. Après, selon notre génétique, on aura toujours un endroit qui sera plus gras qu'un autre. Il y a des personnes qui vont beaucoup stocker au niveau des fesses, d'autres personnes qui vont beaucoup stocker au niveau des cuisses, qui vont avoir beaucoup de mal à perdre complètement du gras au niveau des cuisses et qui vont toujours avoir un résidu de gras à ce niveau-là. Idem pour le bas du ventre. En général, c'est les zones où on va stocker le plus. Et même lorsqu'on va faire des exercices type abdos ou type intérieur des cuisses, c'est pas ça qui va nous faire cibler la perte de gras, tout simplement parce que ce n'est pas possible quand on maigrit de manière globale et pas juste à un endroit. Troisième question, un déficit de 200 kcal par jour est-il suffisant pour perdre 1 kg par mois? Le calcul est assez simple, faut juste connaître les données de base. 1 kg de masse grasse, ça correspond à environ 7000 kilocalories. Là, ta question, tu me la poses sur une durée de 1 mois. Un mois, on va dire que ça fait environ 30 jours. Donc, il faut tout simplement faire 7000 divisé par 30 pour avoir ton déficit qui te permettra de perdre 1 kg de graisse sur ce mois-là. Si on divise 7000 par 30, on obtient à peu près 233 kilocalories. Donc, il faudrait un déficit calorique de 233 kilocalories par jour durant 30 jours pour perdre 1 kg de gras. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, ça va être compliqué parce que un léger déficit calorique, enfin 200 kilocalories, c'est très léger comme déficit. T'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a forcément des jours où tu vas pas forcément respecter ton quota de calories. Il y a des jours où tu vas sortir, des jours où tu vas dépasser tes calories. Et donc au final, sur 30 jours, c'est très difficile d'être un léger déficit calorique de 200 kilocalories. Mais en théorie, avec un léger déficit calorique, du coup, on peut perdre 1 kg de gras dans le mois. Et si on veut perdre plus vite, bah, il faudra faire un déficit calorique plus important. Question suivante. Grow and Get Fit suffit vraiment ou faut-il faire du cardio à côté? Si je reformule la question, je pense que c'est Grow and Get Fit suffit vraiment pour perdre du gras ou faut-il faire du cardio à côté? Donc je pense que la personne qui a posé la question croit que faire du cardio est indispensable pour perdre du gras. Pas du tout. Le cardio, ça reste quand même une bonne aide parce que ça permet de dépenser pas mal de calories, donc ça permet de faciliter le déficit calorique sur la journée. Faire du cardio, ça dépense plus de calories que de faire de la musculation sur une même durée. Et Grow and Get Fit, c'est un programme de 4 séances de musculation par semaine. Par contre, dans Grow and Get Fit, j'explique plusieurs stratégies pour mettre en place un déficit calorique et atteindre un objectif de perte de gras. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place au niveau de l'alimentation qui ne nécessitent pas forcément de faire du cardio à côté. Des stratégies qui consistent à changer le mode de vie, par exemple marcher plus, faire plus de pas par jour, etc. sans forcément rajouter des séances de cardio à côté. Je propose aussi des stratégies qui consistent à faire du cardio et d'ailleurs, il y a des séances bonus dans le programme Grow and Get Fit. Il y a pas mal de séances cardio, je sais plus combien il y en a, mais j'en ai mis plusieurs. C'est des séances à suivre en vidéo avec moi
3 qui sont pas obligatoires dans le programme mais qui peuvent aider effectivement lorsqu'on veut dépenser plus de calories et perdre du gras. Oui, Grow and Get Fit suffit largement pour perdre du gras parce que tu as tous les outils pour mettre en place un déficit calorique à l'intérieur et en fait c'est toi qui choisis la stratégie que tu préfères et qui est la plus adaptée à toi. Donc ça peut être faire une stratégie alimentaire spécifique ou rajouter du cardio, faire les petites séances cardio bonus par exemple. Les amis, je tourne cette vidéo en pleine canicule. Si vous me voyez avoir très chaud, transpirer du visage, c'est normal. Je m'excuse. Question suivante, pour une recomposition corporelle, est-ce qu'il faut faire une prise de masse ou une sèche? Une recomposition corporelle, ça consiste à prendre de la masse musculaire et perdre de la masse grasse en même temps. Donc en fait, il faut faire un peu les deux en même temps. Ça rejoint un petit peu la première question, est-ce qu'on peut prendre de la masse sèche en déficit calorique? En fait, c'est ça une recomposition corporelle. On va mettre en place un léger déficit calorique pour permettre la perte de gras. À côté, on va faire des entraînements de musculation et on va consommer suffisamment de protéines tout en prenant soin de sa récupération et de son sommeil pour permettre la prise de muscle. On peut vraiment faire les deux en même temps lorsqu'on a un programme qui est cohérent, qu'on se donne à fond dans l'objectif. C'est tout à fait possible, surtout quand on va débuter le sport, la musculation et qu'on n'a pas forcément beaucoup de muscles à la base. Ça marche très très bien. Donc pour répondre à ta question, léger déficit calorique, programme de musculation, manger assez de protéines, prendre soin de son sommeil, son hydratation, bref, son mode de vie en général, mais il n'y a pas forcément de phase de prise de masse, de phase de sèche à faire pour une recomposition corporelle. On peut faire comme ça aussi, mais du coup on va avoir une première phase où on va prendre de la masse en général et ensuite une deuxième phase où on va faire une perte de gras et là ça dure assez longtemps. Ensuite, comment évaluer sa masse grasse de façon fiable pour comparer avant-après? Tu peux pas connaître ton pourcentage de masse grasse de façon fiable à moins d'aller faire un DEXA scan, mais ça tu peux le faire en milieu médical, donc si t'as pas de pathologie qui justifierait de faire un DEXA scan, tu ne vas pas pouvoir en faire. Et de toute façon, connaître son pourcentage de masse grasse, ça ne sert absolument à rien parce qu'il n'est pas écrit sur votre front, c'est pas ça que vous voulez montrer. Ce que vous voulez montrer, c'est un physique qui vous plaît, un physique tonique dans lequel vous vous sentez bien. On s'en fiche du chiffre, c'est un peu comme le poids sur la balance, ça veut pas dire grand chose. Donc si tu veux comparer un avant-après, bah fais des photos tout simplement. Tu fais des photos dans les mêmes vêtements, mêmes sous-vêtements, dans les mêmes conditions et là tu pourras avoir un avant-après avec une diminution de ton taux de masse grasse sans le connaître exactement, mais comme je viens de le dire, ça ne sert absolument à rien de le savoir. Et sinon, le taux de masse grasse peut s'estimer grâce à des pinces à plis cutanés, sauf que si on sait pas s'en servir, si on n'a pas eu de formation là-dessus, qu'on sait pas s'en servir, ça sert à rien de s'en servir parce qu'on n'arrivera pas à bien estimer son taux de masse grasse. Les balances connectées qu'on a à la maison qui vous donnent un taux de masse grasse sur le téléphone, c'est absolument pas fiable, faut pas regarder ces données-là. Donc en fait, à part prendre tes mensurations et des photos et ensuite faire un avant-après, tu peux pas vraiment connaître ton taux de masse grasse. Ensuite, bonjour Margot, quel pourcentage approximatif pour la répartition de macros? Donc comment répartir ces macronutriments dans un objectif de perte de masse grasse? Donc pour favoriser la perte de masse grasse et limiter la perte de masse musculaire, parce qu'en général on veut pas perdre de muscle, je conseille d'augmenter un petit peu ses apports en protéines, surtout quand on fait de la musculation. Je conseille un apport en protéines qui va de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Donc c'est pas un pourcentage, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer ces protéines. Ensuite, au niveau des lipides, en général les coachs conseillent 1 gramme par kilo de poids de corps pour les lipides, ça c'est le grand minimum. Moi je conseille un apport en protéines qui est plutôt autour de 35% de l'apport calorique parce que c'est ce qui est recommandé tout simplement par l'ANSES et surtout chez les femmes si on veut garder une bonne santé hormonale. Je conseille pas de baisser autant les lipides, je conseille de garder 35% de l'apport calorique comme cela est recommandé. Et ensuite les glucides, ça va venir compléter le reste. Donc il n'y a pas vraiment de pourcentage parce que tout va dépendre de si vous êtes en surplus calorique, en déficit calorique. Donc dans le cas de la perte de gras, vous serez en déficit calorique et en général c'est sur la quantité de glucides que vous allez jouer. Pourquoi pas aussi baisser un petit peu les lipides sans trop les baisser non plus. Voilà ce que je recommande en général pour la perte de gras. Question suivante, peut-on perdre du gras et prendre du muscle en s'entraînant à la maison? Qu'on s'entraîne en salle ou à la maison, le principe de la perte de gras va être le même, c'est-à-dire déficit calorique. Rééquilibrer son alimentation, baisser ses apports alimentaires, augmenter sa dépense énergétique via du sport, en augmentant son nombre de pas, etc. Qu'on soit en salle ou à la maison, ça c'est pareil. Après, au niveau des entraînements, à la maison en général, va falloir adapter et si on veut prendre du muscle, il va falloir s'entraîner un peu comme à la salle, c'est juste le matériel qui va être différent. Le principe des entraînements reste le même, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner dur, être proche de l'échec musculaire à chaque série. Donc en général, vu qu'on a moins de charges disponibles à la maison, on va faire un peu plus de répétitions qu'à la salle. Dans tous les cas, je conseille d'avoir un minimum de matériel à la maison, une paire d'haltères qu'on peut régler, où on peut rajouter ou enlever des disques, comme ça on peut
adapter la charge sur chaque exercice, ça c'est indispensable. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va gagner en niveau, on pourra rajouter du matériel, acheter un banc, acheter une barre, acheter des disques pour la barre, acheter de quoi poser sa barre, etc., etc. Mais on peut tout à fait commencer et avoir de super résultats avec une paire d'haltères et des exercices difficiles au poids de corps. Je pense notamment aux pompes, qui est un exercice qui n'est pas facile et sur lequel on a une grosse marge de progression. Mais oui, on peut prendre du muscle et perdre du gras à la maison. Pour la prise de muscle, il suffit d'avoir un minimum de matériel et de charge. Comment peut-on augmenter son quota de protéines sans prendre de whey? Alors la whey ou autre protéine en poudre, c'est vrai que c'est très pratique pour augmenter son quota de protéines. Après, on peut tout à fait augmenter son quota de protéines sans ces compléments alimentaires. Pour augmenter son quota de protéines facilement, je conseille de passer au petit déjeuner salé à base d'œufs. Manger des œufs le matin, une omelette, des œufs brouillés, des œufs au plat. Ça c'est top pour avoir un petit déj protéiné parce que souvent ce qui est déséquilibré chez la plupart des gens, c'est le petit déj où on a l'habitude de manger des tartines de confiture. Enfin bref, un petit déj dépourvu de protéines. C'est pour ça que souvent on n'arrive pas à manger assez de protéines quand on mange sucré le matin et qu'on n'utilise pas de protéines en poudre. Et c'est ça l'avantage de la protéine en poudre, c'est que ça permet de se faire des petits déjeuners et goûters sucrés tout en venant rééquilibrer les recettes. Et ça c'est ce que je propose dans mes programmes, mais aussi dans mon ebook de recettes Choco Addict par exemple. Après, je me suis noté là quelques aliments que moi j'utilise parce que je consomme pas forcément de whey ou de protéines en poudre tous les jours. Mais il y a des aliments qui sont très intéressants, très riches en protéines, comme par exemple le skyr ou les petits suisses. Ça par exemple en collation, un bol de skyr avec un peu de stevia ou du skyr aromatisé tout simplement. C'est une super option. Avec 200 g de skyr, on a 20 g de protéines. C'est l'équivalent de ce qu'il y a dans un shaker de protéines. Je pense aussi au carré frais 0%, ça c'est top pour se faire des tartines riches en protéines ou rajouter dans les salades. C'est des petits carrés en fait qui sont très riches en protéines et il y a quasiment que ça en macronutriments dedans, donc c'est très intéressant. Les œufs bien entendu pour manger le matin. Après bien sûr il y a la viande, le poisson, etc. Mais si c'est trop prise de tête, trop gros budget aussi parce que c'est des aliments en général qui coûtent assez cher, c'est pour ça que les protéines en poudre sont quand même une très bonne option parce que le kilo de protéines sera beaucoup moins cher que des produits comme le skyr, le poisson, la viande, etc. Donc voilà, faut pas avoir peur de consommer des protéines en poudre. Souvent on veut pas en consommer parce que on associe ça à du dopage alors que pas du tout, c'est juste des protéines en poudre au même titre que le sucre en poudre. Question suivante, à quelle fréquence cardiaque devons-nous faire du cardio pour perdre du gras? On s'en fiche. Clairement on s'en fiche de la fréquence cardiaque, il faut faire une activité cardio qui nous plaît et qu'on est capable de faire plusieurs fois par semaine parce que l'adhésion à son programme, aux choses qu'on va faire pour atteindre son objectif, c'est très important. Par exemple, si on se force à faire du cardio à intensité modérée 3 fois 1 heure dans la semaine alors qu'on déteste ça, ça va être compliqué de tenir sur la durée jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Alors que si on préfère par exemple les séances de fractionné de 15 minutes, moi je conseillerais plutôt de faire ça. Et vice versa, si quelqu'un déteste le cardio à haute intensité, il va plutôt faire du cardio à basse intensité. Ce qui compte, c'est le déficit calorique. Peu importe votre stratégie qui vous amènera en déficit calorique, il faut prendre celle que vous préférez. Après, effectivement, selon le type de cardio qu'on va faire, on va pas utiliser les mêmes substrats énergétiques. Il y a certains types de cardio où on va utiliser les graisses. Je pense notamment au cardio à intensité modérée, par exemple, au bout d'un certain temps, on va utiliser les graisses. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est vraiment, la dépense calorique globale sur la journée, parce que si vous faites 1 heure de cardio, que vous avez utilisé comme substrat énergétique un peu de graisse de votre corps, et qu'après vous remangez, cette graisse, ça va se remplir en fait. Peu importe l'activité que vous faites, peu importe le substrat énergétique que vous utilisez, que ce soit des graisses, des glucides, ce qui compte, c'est votre total calories ingérées et dépensées sur la journée. Tant que vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du gras, quel que soit le cardio que vous avez fait. Comment ne pas diminuer son métabolisme en baissant les calories? En fait, pour pas diminuer son métabolisme, faut pas perdre de kilos. Sauf qu'en général, quand on perd du gras, on perd quelques kilos. Pourquoi quand on perd des kilos, on baisse le métabolisme? Tout simplement parce que votre corps a moins de cellules à faire fonctionner. Et si vous regardez la formule du métabolisme de base que je vous mets ici, la seule variable que vous pouvez changer dans cette formule, c'est votre poids. Plus votre poids diminue, plus le résultat du métabolisme de base sera faible. C'est pas parce que vous allez faire un gros déficit calorique que vous allez baisser votre métabolisme, c'est la perte de poids en fait qui va baisser votre métabolisme. C'est pour ça que moi je recommande fortement de plutôt faire une recomposition corporelle, de prendre du muscle en parallèle de perdre du gras parce que ça limite la perte de kilos et donc ça limite fortement la baisse de votre métabolisme. Et d'ailleurs quand on entame un déficit calorique, qu'on perd des kilos et qu'au bout d'un moment on n'arrive plus à perdre de poids, on se retrouve bloqué, en général c'est pas parce que votre métabolisme est bloqué, c'est tout simplement parce que vous avez perdu du poids, donc votre métabolisme de base est plus faible et du coup vous n'êtes plus en déficit calorique et il faut rebaisser encore. Donc c'est pour ça que les gros
grosse perte de poids quand on n'en a pas forcément besoin, je déconseille fortement. Et par contre, je conseille de prendre de la masse musculaire en parallèle. Par contre, ce qui peut arriver quand vraiment on fait un déficit calorique agressif, c'est qu'on peut avoir des comportements compensatoires pour limiter en fait le déficit calorique qu'on est en train de faire. Par comportement compensatoire, j'entends par exemple grignoter et être dans le déni, pas compter ses grignotages par exemple, parce qu'on a faim, parce qu'on est frustré, etc. Ou alors devenir un peu plus léthargique, moins se dépenser, être un peu plus genre de tension. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais être beaucoup moins énergique, donc moins faire de mouvement, moins bouger, avoir plus la flemme, etc. Ça va contribuer à réduire votre dépense énergétique et donc réduire votre déficit calorique, à réduire votre perte de poids. Pour ne pas diminuer son métabolisme, il faut prendre de la masse musculaire pour limiter la perte de kilos et ne pas faire de trop gros déficit calorique agressif sur une trop longue durée. Comment perdre le gras localisé lorsqu'on est déjà en sous-poids et donc pas sain de faire un déficit? Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui effectivement n'a pas besoin de perdre du poids et qui au contraire aurait besoin de prendre du poids, mais qui fait une fixette sur certains complexes parce que comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il y a des zones où on va avoir de la graisse récalcitrante. On a vraiment beaucoup de mal à faire partir. En général, on va voir ça comme un énorme surplus de graisse alors que de l'extérieur, il n'y a rien. Donc je pense que dans ces cas-là, quand on a déjà un poids faible et qu'on veut encore perdre du gras, c'est qu'on se focalise sur quelque chose qu'on est tout seul à voir déjà. Et là, ce que je vais conseiller à cette personne, c'est de reprendre du poids via une prise de masse musculaire, ce qui permettra de sculpter le corps, de tonifier le corps et de réharmoniser la silhouette tout simplement. Faut pas non plus faire la chasse à tout le gras du corps en fait. La graisse, elle sert à quelque chose. Un gros surplus de masse grasse n'est pas bon pour la santé, mais être en sous-poids, c'est pas bon pour la santé non plus. Il faut quand même avoir un certain taux de masse grasse pour être en bonne santé. Notamment nous les femmes, on a besoin de plus de graisse que les hommes pour être en bonne santé, pour avoir un bon fonctionnement hormonal. Et ça, faut l'accepter. Il faut pas non plus vouloir éradiquer toute la graisse du corps. Faire une journée plus haute en calories pour ne pas diminuer son métabolisme. Ce qui va se passer quand tu vas faire une journée plus haute en calories, c'est que tu vas réduire ton déficit calorique. Moi, j'aime bien calculer mon déficit calorique sur une semaine plutôt que chaque jour parce que je vais pas forcément manger la même chose tous les jours. Il y a des jours où j'aurai envie de manger un peu plus, des jours où j'aurai moins d'appétit, etc. Donc en faisant une journée plus haute en calories, tu diminues ton déficit calorique sur la semaine tout simplement. Donc tu réduis, on va dire, l'agressivité de ton déficit calorique. Mais c'est pas ça qui va vraiment relancer ton métabolisme. Ça va peut-être te redonner un petit coup de boost, une petite dose d'énergie qui te remotivera pour bouger, pour t'entraîner, etc. Donc ça peut être bien justement pour éviter de devenir feignant, d'avoir trop d'adaptation du comportement lié au déficit calorique. Mais c'est pas non plus, si t'as un déficit plutôt léger ou modéré, ça va pas du tout être utile de faire une journée plus haute pour relancer ta perte de gras, ça n'aura pas trop d'intérêt. Faut-il absolument arrêter les glucides en perte de gras? Non, n'arrêtez pas les glucides en perte de gras. Par pitié, les glucides, ça reste un macronutriment essentiel au même titre que les lipides et les protéines. Donc ne supprimez pas les glucides, n'allez pas faire des diètes cétogènes ou je ne sais pas quoi. C'est des diètes qui sont complètement déséquilibrées et qui ne sont absolument pas utiles pour réussir une perte de gras. Ce genre de diète va juste complètement bousiller votre relation avec la nourriture, bousiller votre comportement alimentaire et vous bousiller la vie tout simplement. Donc ne faites pas ça, par pitié. Quels sont les compléments alimentaires nécessaires lors d'une recomposition corporelle? Il n'y a pas de complément alimentaire nécessaire. Moi en général j'aurais tendance à conseiller les protéines en poudre pour pouvoir varier au maximum ses recettes, se faire plaisir tout en atteignant son quota de protéines. Si vous ne savez pas comment utiliser les protéines en poudre, je vous renvoie encore une fois vers mes e-books et programmes. Les liens sont en description et vous trouverez plein de recettes absolument incroyables qui vous aideront énormément dans votre perte de gras. Mais il n'y a pas du tout de complément vraiment nécessaire. Après ça va dépendre en fait de ton équilibre alimentaire, des aliments que tu vas peut-être moins souvent manger par rapport à d'autres. Donc là, il faudrait vraiment une analyse de ton alimentation pour te conseiller des compléments alimentaires ou non. Éventuellement, pour aider à la prise de muscle, la créatine monohydrate, qui est un très bon complément alimentaire lorsqu'on fait de la musculation. Mais ce n'est absolument pas obligatoire, encore une fois. Question suivante, est-il possible qu'il faille attendre 3 semaines pour commencer à voir les résultats d'un déficit? Ça va dépendre en fait de l'importance de ton déficit calorique. Si tu fais un léger déficit calorique, effectivement, ça va mettre plus de temps à se voir et tu vas peut-être commencer à voir les résultats au bout de 3 semaines, 1 mois. Si tu fais un déficit calorique plus agressif, là tu vas voir les résultats normalement assez rapidement. En fait, ça dépend de l'énergie que tu vas mettre et des efforts que tu vas mettre dans ta transformation physique. Voir des résultats ultra rapidement, c'est pas forcément bon signe non plus parce que faut pas non plus vouloir aller trop vite. 3 semaines pour commencer à voir les résultats d'un déficit, c'est bien lorsqu'on fait un déficit calorique léger. Qu'appelle-t-on un léger déficit calorique? 100 kcal, 250
calories, 500 calories, etc. etc. Moi j'appelle léger déficit calorique un déficit qui va être autour de 300 kilocalories. 100 kilocalories pour un déficit, c'est trop faible. On a trop de marge d'erreur qui fait qu'on pourra annuler le déficit calorique trop facilement. 300, 400 calories pour moi, c'est un léger déficit. À partir de 500 calories, on entre dans un déficit calorique modéré. Donc voilà. Est-ce qu'avec 2 séances par semaine, ça suffit? Est-ce qu'on peut perdre du gras avec 2 séances par semaine? Oui, on peut faire une recomposition corporelle avec seulement 2 séances par semaine avec un léger déficit quand on est débutant. Quand on va devenir intermédiaire, ça va être compliqué de continuer à prendre du muscle en déficit calorique avec seulement 2 séances. Là, je conseillerais d'augmenter à 3 voire 4. Mais oui, quand on débute la première année, les 6 premiers mois ou première année, 2 séances par semaine, ça peut suffire, mais il faut vraiment qu'elles soient bien optimisées. Est-ce que les pics de glycémie ralentissent la perte de gras en étant bien dans le déficit calorique? Les pics de glycémie sont un phénomène tout à fait normal. C'est vrai que ces derniers temps, avec quelques personnalités sur les réseaux, les pics de glycémie justement ont commencé à être diabolisés. Quand on mange, c'est normal ensuite que sa glycémie fasse un pic. Voilà, la glycémie à jeun, elle est stable. Après, quand on mange, elle va faire ça. Elle va faire ça et ensuite, elle va diminuer plus ou moins vite en fonction de ce qu'on a mangé. Donc non, les pics de glycémie ne ralentissent pas la perte de gras tant que tu es en déficit calorique. Peu importe les pics de glycémie que tu as, tu perdras du gras. Le truc, c'est que quand on a des gros pics de glycémie qui sont rapides, cela signifie qu'on n'a pas mangé de manière équilibrée, qu'on a mangé des trucs riches en glucides qui vont s'assimiler très rapidement, et quand ça s'assimile très rapidement, on va avoir faim plus rapidement après, donc on va avoir envie de grignoter, on va avoir plus d'appétit, etc. Donc en fait ça va inciter à manger plus, et dans ces cas-là c'est très compliqué d'être en déficit calorique. Donc tant qu'on a une alimentation équilibrée, qu'on est en déficit calorique, les pics de glycémie sont tout à fait normaux. Comment faire pour remuscler un surplus de peau? J'ai perdu 35 kg et mon ventre est flasque. Alors déjà félicitations pour cette belle perte de poids. On peut pas remuscler un surplus de peau parce que la peau c'est un tissu qui est différent du muscle. Les surplus de peau qui pendent, on peut rien y faire à part les retirer avec de la chirurgie. Donc voilà, je suis désolée de t'apprendre ça, mais on ne peut pas muscler des morceaux de peau. Et quand on a eu un gros surpoids avant, oui, en général, ce qu'on observe quand on perd du poids, c'est ce surplus qui va être en trop. Mais encore une fois, il n'y a que la chirurgie qui peut en venir à bout. Dernière question. Tu dis souvent de ne pas s'inquiéter du poids qui ne bouge pas, mais que penser du poids qui augmente quand on fait une recomposition corporelle? Parce que là cette question va concerner la recomposition corporelle. Il ne faut pas uniquement regarder son évolution sur la balance, parce que quand on fait une recomposition corporelle, d'un côté on va perdre de la masse grasse et de l'autre on va prendre de la masse musculaire, ce qui fait que le poids s'équilibre. Il faut savoir aussi que le muscle c'est plus dense que la graisse, donc si par exemple on perd 1 kg de gras et qu'en termes de volume on prend la même chose en muscle, mais en fait on va prendre un petit peu de poids. Et en fait plus on est musclé, plus c'est normal de peser lourd, même si on est moins gras. Et moi c'est clairement ce qui m'est arrivé depuis mes débuts en muscu. Je vous mets un avant-après. Sur le avant je fais 58 kg, sur le après là je fais presque 62 kg, donc il y a 4 kg en plus sur le après, et pourtant mon corps n'a rien à voir. Je suis beaucoup plus affinée sur le après, je suis beaucoup plus dessinée, beaucoup plus tonique. J'ai moins de gras mais j'ai beaucoup plus de masse musculaire, et vu que c'est dense, c'est lourd sur la balance. Mais l'avantage de ça, parce que je sais que ça peut être frustrant de prendre du poids alors qu'on s'attend à en perdre, l'avantage, si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le métabolisme, c'est que si vous ne perdez pas de poids et voir que vous prenez un peu de poids, en fait vous augmentez votre métabolisme de base, donc ça veut dire que sur le long terme vous pourrez manger plus qu'avant, tout en étant plus dessiné, plus affiné, etc. Donc ça c'est quand même super. Donc si vous voulez constater la réussite ou non de votre recomposition corporelle, prenez des photos et des mensurations. Vous pouvez vous peser aussi, mais c'est pas ça que vous devez regarder principalement. Voilà les amis pour cette FAQ, j'espère que vous aurez trouvé des réponses aux questions que vous vous posez sur la perte de gras, la recomposition corporelle. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo, et je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.